l'ordinateur lui va nous calculer très vite ces opérations très simples d'addition et de multiplication pour prévoir la situation météorologique quelques secondes plus tard, puis quelques secondes plus tard, puis quelques secondes plus tard. Voilà, donc là on a un modèle numérique. Alors ça en fait, ça sert absolument à tout. Tiens, je ne sais pas pourquoi il est passé directement. Voilà. Ça sert non seulement en météo, en océano, etc., mais ça sert dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Alors évidemment, on pense en premier lieu au domaine un peu de la haute technologie, l'aéronautique, voilà, on parle beaucoup de stockage de déchets radioactifs, il y a des simulations numériques dedans, bien sûr, pour essayer de prévoir ce qui peut se passer. Vous savez que l'industrie automobile doit faire des crash tests pour vérifier la solidité des voitures et puis le fait que ça répond aux normes de sécurité. C'est-à-dire qu'un conducteur qui arrive à une vitesse pas trop élevée contre un mur, ben, il doit s'en sortir indemne. En fait, ces crash tests, on commence d'abord par les faire par simulation numérique. On met au point, donc la voiture a été mise au point en fait entièrement par simulation numérique. Le crash test lui aussi est fait par simulation numérique. Et maintenant, Bertrand pourrait sans doute confirmer ça, mieux que moi, mais il y a de moins en moins, disons, de crash tests parce que finalement, on n'a pas de surprise. On met dedans un mannequin, on le barre de deux capteurs, on mesure ce qui se passe et à la fin, on obtient exactement les mesures qui correspondent absolument à ce qu'on avait prévu par simulation numérique. L'avion qui est à droite, c'est un Airbus A380. L'Airbus A380, c'est un avion pour lequel il y a eu à peu près zéro prototype, enfin un prototype. C'est-à-dire qu'ils l'ont entièrement calculé par ordinateur, comme toujours, sauf que là on arrivait à un niveau de maturité qui devenait vraiment excellent. Ils ont mis des pilotes d'essai dedans. Auparavant, les pilotes d'essai ils risquaient vraiment leur vie. Bon, ben là maintenant, heureusement pour eux, mais ils en risquent beaucoup moins. Ils sont montés dans l'avion, ils ont décollé, il s'est passé exactement ce qui était prévu par la simulation numérique, tout allait bien, ils n'ont rien changé à l'avion. Donc ça atteint vraiment un niveau de précision qui est très impressionnant. Et par des techniques qui sont réellement celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont été vraiment initiées par Richardson. Alors ça sert aussi dans les jeux vidéo, je pense que vous avez tous reconnu qui c'est. Non? Bon, les garçons, oui. C'est Lara Croft. Et ouais, Lara Croft, elle, en fait, c'est la tête, elle est comme ça en fait, on imagine. Parce que ben voilà, c'est un personnage animé, c'est la même chose. Vous faites un squelette en fil de fer, un maillage en fait. Et tous les calculs de mouvement, etc., pour pouvoir les faire en temps réel, ben, vous allez dimensionner le maillage de façon à ce que le nombre de calculs à faire soit compatible avec les vitesses de votre ordinateur, pour qu'on ait réellement une impression de temps réel. Et donc, si vous voulez faire bouger un bras comme ceci, pas la peine de mettre des milliers de points sur mon avant-bras, hein, évidemment, comme il y a de la rigidité, il suffit d'être capable de faire la rotation, et de mettre un point ici, un point là, et évidemment, si je tourne le bras, bah, ça va tourner comme ça. Okay, donc, suivant l'endroit du corps où on se place, etc., on va mettre une certaine densité de mailles. Et là encore, jouer avec simplement des lois de la physique ou simplement prendre des acteurs et refabriquer ce qu'on appelle faire à partir de motion capture, capture de mouvement. On filme des acteurs qui sont bardés de capteurs, on les fait faire des mouvements et on reproduit ensuite sur des maillages en fil de fer comme ça le même type de mouvement. C'est exactement le même procédé que ce que je vous ai décrit là. Et donc de la météo, aux technologies, aux jeux vidéo et en fait à tous les objets du quotidien, même les plus banals. Là j'ai mis une canette de coca par exemple. La canette de coca a été resimulée par ordinateur il y a une quinzaine d'années je crois. Et grâce, auparavant elle n'avait pas été simulée par ordinateur, donc ils ont fait une simulation pour essayer de l'optimiser et donc avec juste quelques jours de travail de simulation, ben, ils ont économisé 30% d'aluminium, ce qui, vu les volumes de coca bu dans le monde, représentait une économie énorme pour Coca-Cola. Alors un que j'aime bien, c'est les Pringles, là, que vous voyez. Donc celui-là, je le sors tout le temps quand je fais des exposés. J'ai vu il y a quelques années, le directeur de la recherche de Procter & Gamble. Je ne sais pas si vous connaissez Procter & Gamble, si vous avez entendu ce nom-là déjà. C'est une énorme boîte
qui fait qui vend des milliards et des milliards de produits de consommation courante, des couches culottes, du dentifrice, des gâteaux apéritifs, des trucs comme ça. Et ils ont un gros service recherche-développement. Et ils partent du principe qu'en fait, ils vont faire des produits un tout petit peu meilleurs que leurs concurrents. Et c'est pour ça que les gens vont les acheter. Et cette plus-value, ils vont l'obtenir par la simulation numérique. C'est un parti pris qu'ils ont décidé il y a longtemps, déjà maintenant. Donc ils font ça sur les barils de lessive en simulant numériquement. Ils montraient des simulations numériques d'un baril de lessive qui se casse la figure. C'est absolument passionnant. Sauf que voilà, et la question c'était où mettre les petits renforts en carton pour que même si le baril de lessive se casse la figure, et ben la poudre n'explose pas partout, et du coup la ménagère de moins de 50 ans rachètera cette marque de lessive plus tard parce qu'elle sera très satisfaite. Et donc pour les Pringles, ils voulaient faire un gâteau apéritif qui avait une certaine forme, un peu sympa, et après il fallait décider de la forme exacte. Et alors quel est le critère qu'ils ont fait? Donc là ils nous ont montré une magnifique vidéo où on voyait les Pringles simulés dans leur usine de fabrication. Donc le Pringles, la pâte à biscuits qui tombe sur un tapis roulant, qui se promène, qui passe dans un four. À un certain moment, il faut que les grains de sel tombent. Donc la chute de grains de sel est simulée sur la pâte à biscuits en cours de cuisson. Pas trop tôt parce que sinon ça rentre dedans et puis, ça n'a pas les mêmes propriétés. Pas trop tard non plus parce que sinon le truc est déjà cuit, ça ne tient plus. Enfin, et donc on a toute cette simulation numérique. Et ils ont travaillé sur l'optimisation de la forme. Alors je vous le donne en mille. Pourquoi est-ce qu'il a cette forme optimale-là? Parce que cette forme-là permet au Pringles, permet au tapis roulant d'avoir la vitesse maximale sans que le biscuit ne s'envole. Voilà. Il y a des ingénieurs qui bossent quand même. Et donc la forme optimale, c'est celle de cheval, vous voyez, c'est un paraboloïde hyperbolique. Donc voilà, la raison profonde, hormis le fait qu'ils voulaient faire un truc un peu joli, dans la gamme de formes un peu jolies, la meilleure pour en fabriquer un maximum dans un temps donné, c'était le paraboloïde hyperbolique. Bon, alors là, donc jusqu'à présent, on a fait de la simulation numérique. Le problème, c'est que pour autant, on est incapable de faire une prévision. On est incapable de faire une prévision parce qu'on ne sait pas comment démarrer notre modèle numérique. C'est le problème qu'a eu Richardson. Comment faire une prévision du temps sur l'Europe? Il me faut des données pour décrire la situation présente. Donc il nous faut beaucoup d'observations, sans doute, pour être capable de connaître, de décrire l'état présent. Et lorsqu'on parle d'océan, d'atmosphère, de climat, on a un problème supplémentaire, c'est que le système est chaotique. Alors, le mot chaos, ça veut dire quoi? Il y a une définition mathématique du chaos. Grosso modo, ça veut dire que des petites erreurs initiales peuvent générer de grandes erreurs au bout d'un temps assez court. Et justement, les mouvements d'océan et l'atmosphère sont des mouvements turbulents. Je vais vous montrer une petite illustration. Si je retrouve ma souris, tiens. Alors... Ah, j'ai perdu ma souris. Ça ne va pas nous aider, ça. Voilà, là je l'ai retrouvé. Voilà. Alors là, je vais vous montrer donc une simulation des courants océaniques, vous voyez, dans l'océan Indien et l'Atlantique. Et vous voyez que vous avez ici des traînées là, de tourbillons qui se promènent ici. Ici, ça bouillonne pas mal. Des lâchers de tourbillons ici à l'issue de ce courant qu'on appelle le courant des aiguilles. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la turbulence océanique, et vous avez la même chose dans l'atmosphère. Dans l'océan, c'est à petite échelle, hein, la taille de ces tourbillons, typiquement, c'est 100 km, 100 à 200 km, il y en a même des plus petits. Dans l'atmosphère, c'est les dépressions et les cyclones, c'est plutôt genre 2000 km. Et voilà, donc fondamentalement, on a des mouvements qui sont turbulents. Alors, avant de commenter ça, on va faire un petit détour, avant d'expliquer pourquoi c'est turbulent, en fait. On va faire un petit détour par Fourier. Donc, Joseph Fourier, en plus, donc, je suis à l'université de Grenoble, Joseph Fourier, le nom précédent de l'université de Grenoble, c'était l'université Joseph Fourier, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie en fait, assez extraordinaire, qui a eu plusieurs vies, qui a fait plein de trucs, et qui notamment donc, a été préfet de l'Isère,
et donc a fondé en quelque sorte l'université de Grenoble. Et dans ses recherches, donc il a fait aussi la campagne d'Égypte avec Bonaparte comme scientifique, il était copain avec les Champollion, enfin, une vie extraordinaire. Et dans ses recherches, il a travaillé sur la propagation de la chaleur. Il essayait de mettre en équation, donc de la même façon que Navier, Stokes, etc., Euler, essayaient de mettre en équation les lois de la physique du mouvement, de la dynamique des fluides. Fourier s'est intéressé à la propagation de la chaleur. Et en fait, en étudiant ça, donc il a posé les bases de ce qu'on appelle depuis l'équation de la chaleur, et en étudiant ça, c'est un petit exercice très simple hein, qu'on fait faire aux étudiants, typiquement en deuxième année, on va dire, et ben on voit apparaître ce qu'on appelle les séries de Fourier. C'est-à-dire qu'on voit apparaître le fait que n'importe quelle fonction, dès lors qu'elle a des propriétés raisonnables, l'immense majorité des fonctions, peut être décrite comme une combinaison linéaire de sinusoïdes, une somme de sinus, qui oscille à plus ou moins haute fréquence. Okay. Donc par exemple, là vous voyez, j'en ai mis quelques-unes, là j'ai mis un sinus x, un 3x, un 5x, un 7x, et puis après on en fait une combinaison linéaire avec les coefficients qui sont ici. Donc je fais, ça c'est la constante, hein, c'est à 0, fréquence nulle. Ici le sinus x, je mets une valeur, un coefficient plus 1, plus 2. Là je mets un moins un quart, visiblement. Là je dois mettre un plus un cinquième, je ne sais pas, un truc comme ça. Vous faites cette combinaison linéaire là et vous récupérez, vous voyez, la fonction qui est ici en rouge. Et plus vous rajoutez une fonction qui n'a rien à voir avec les sinus, en fait si vous allez à l'infini, ça fait une série, donc on a un nombre de termes qui va jusqu'à l'infini, même si votre fonction n'a rien à voir avec quoi que ce soit de périodique, vous arrivez à la décrire comme somme de sinus et de cosinus. Alors ça c'est intéressant, je reviens à nos moutons, parce que ça va nous permettre d'expliquer pourquoi les mouvements de l'océan et de l'atmosphère sont turbulents, pourquoi les mouvements des fluides en général sont turbulents. Si vous prenez les équations de la mécanique des fluides, donc les équations de l'air, de Navier-Stokes, dedans vous avez un terme qui s'écrit U gradient de U, donc U c'est la vitesse par exemple, que vous multipliez par la dérivée de la vitesse. Donc si je reviens en une dimension, ça fait du F fois F'. Okay, c'est l'équivalent du F fois F' si j'ai une seule dimension. Alors, si vous vous rappelez de ce qu'a dit Fourier, n'importe quelle fonction peut être écrite comme une somme de sinus. Ok, alors allons-y. Je prends f de x égale sinus x. Ben, si f de x égale sinus x, le f' vaut que sinus x. Et comme vous connaissez par cœur vos formules de Trigo, vous savez que sinus x, f fois f', ça fait sinus x fois cosinus x, ça fait 1 demi de sinus 2x. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si vous avez une certaine fréquence qui est présente dans le signal, le fait qu'il y ait ce terme-là dans les équations, ça vous fait apparaître une fréquence 2 fois plus rapide. Un truc qui oscille 2 fois plus vite. Et évidemment, c'est à ce moment-là que, donc vous aurez, puisque vous avez du sinus 2x dans votre solution, vous aurez du sinus 4x, etc. Donc dès que votre solution contient un certain nombre de fréquences, elle va contenir également toutes les fréquences multipliées. Et donc ça vous provoque ce qu'on appelle une cascade d'échelles, donc la présence de trucs à des échelles de tourbillons de structure, à des échelles de plus en plus petites. Donc voilà, vous savez pourquoi ça turbule. Alors, apparaît maintenant quelqu'un d'extrêmement célèbre, une star des maths, Henri Poincaré, réellement star des maths, connu nationalement, pourtant les moyens de communication à l'époque étaient quand même beaucoup plus réduits que maintenant. Il n'y avait pas de compte, il ne tweetait pas ni rien. Et pourtant, à l'âge de 25 ans, Henri Poincaré était une star en France et en Europe. Et alors, 1885, Poincaré a 30 ans, 31 ans, 1885, le roi de Suède, Oscar, sous l'influence d'un scientifique de renom qui s'appelait, un mathématicien de renom qui
s'appelait Mittag-Leffler, qui était en fait aussi connu là-bas en Suède que Alfred Nobel, qui a créé les prix Nobel justement. Donc Mittag-Leffler convainc le roi de Suède de faire un concours scientifique sur le problème de la stabilité du système solaire. Alors, on connaissait donc à l'époque, Kepler, il avait décrit les lois des mouvements des planètes. Newton avait décrit l'attraction entre deux corps, hein, qui est inversement proportionnelle linéaire. Et puis, la question c'est, ok, qu'est-ce qui se passe si on a plus que deux corps? Si on en a, par exemple, dans le système solaire, on en a un certain nombre, ils s'attirent les uns les autres, qu'est-ce qui va se passer à long terme? Est-ce que le système solaire il va s'écrouler sur lui-même? Au contraire, est-ce qu'il va exploser? Ou est-ce qu'il est stable? C'était la question posée. Voilà, vous avez 3 ans pour répondre. C'était le truc, donc ils avaient jusque fin 1888 pour répondre. Évidemment, il n'y avait pas grand monde qui était capable de répondre à ça, donc il y a eu quelques réponses anonymes. Enfin, vu le niveau des gens en général, la notion d'anonymat était relative, parce que je doutais bien de qui ça venait. Et donc, Poincaré, notamment, démontre la stabilité du système solaire, envoie ça, triomphe, les fleurs se prosternent devant Poincaré, le prix lui est attribué en janvier 1889. On publie son mémoire qui doit faire 90 pages, 100 pages, un truc comme ça. On le publie en grande pompe, on attribue un prix à Poincaré, une somme d'argent importante. Et tout va bien. Tout va bien, tout va presque bien, parce qu'en fait, il y a quand même Mittag-Leffler qui dit à un de ses étudiants jeunes et brillants mathématiciens, il y a un petit truc que je ne comprends pas, là, dans le démonstration de Poincaré, tu pourrais pas regarder un peu plus près. Donc, le jeune et brillant mathématicien regarde, on ne s'en empêche pas, Poincaré a déjà reçu son prix, la reproduction de son article est commencée, quelques exemplaires ont été envoyés. Et le jeune mathématicien m'a dit, ah oui, il y a un problème là. Il pose une question à Poincaré, quelques questions à Poincaré, bon, qui revoit un peu son truc, il dit, oh oui, bon, voilà, allez hop, on rajoute 70 pages de plus, son machin fait 150 pages, 160 pages, et maintenant c'est bon, ça roule. Et l'autre il regarde, il y a encore un truc que je ne comprends pas. Et finalement, en fait, c'était faux. Et alors là, Poincaré, un peu embêté quand même, il a fait ni une ni deux, et il dit, ok, on arrête tout, alors on rappelle tous les exemplaires qui ont été diffusés à mes frais. En fait, ça lui a coûté plus cher que la somme d'argent qu'il avait reçue pour son prix. Et puis il s'est remis à bosser. Il s'est remis à bosser, et il a publié donc à la fin, un petit peu plus tard, un mémoire, à la fin de l'année, un petit peu plus tard, un mémoire qui ne démontrait pas la stabilité du système solaire, qui ne démontrait pas non plus son instabilité. Le problème est toujours un problème ouvert, on ne sait toujours pas le résoudre. Mais qui posait toutes les bases de ce qu'on appelle depuis la théorie des systèmes dynamiques. C'est-à-dire comment fonctionne un billard, comment fonctionne un truc comme ça. Mais évidemment en dimension infinie, et avec des tas d'objets mathématiques qui permettent de quantifier ce qui se passe, de prévoir ce qui se passe, et de donner un petit peu une zoologie des différents types de systèmes dynamiques qui existent. Alors, on revient à notre océan, à notre atmosphère, par un autre personnage, Edward Lorenz. Lorenz était un mathématicien qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été affecté au service de météorologie de l'US Army, et qui, du coup, après la guerre, a continué dans ce domaine-là. Et il a étudié, justement, il a essayé de simplifier les systèmes atmosphériques, les équations de l'atmosphère, pour en faire des petits systèmes dynamiques, des trucs pas compliqués avec lesquels il pouvait jouer. Là, vous avez le plus simple qu'il ait jamais fait. Vous voyez, vous avez juste 3 variables, 3 quantités, une quantité x, y, z, qui est avec l'évolution dans le temps de ces équations-là. Donc là, vous voyez, c'est un système de 3 équations différentielles. Et la seule difficulté, elle est là, ici et là. Là, vous voyez, vous avez une non-linéarité. Vous avez x fois z et y fois z. C'est plus simplement une combinaison linéaire avec x, y, z, mais vous avez des produits. Donc on retrouve le même type de phénomène que dans le dans le ff' de tout à l'heure, ce qu'on appelle une non-linéarité. Edward Lorenz a étudié ces systèmes-là, et comme la tarte tatin, en fait, il a découvert un truc complètement par hasard. Il jouait avec son système en utilisant le même procédé que Richardson. Je l'initialise,
Et puis après, j'approxime mes dérivés par le dx sur dt, je vais l'approximer par x au temps suivant moins x au temps précédent divisé par le pas de temps. Et donc ça me permet du coup de faire d'avancer comme ça, de transformer disons, mon système différentiel en de simples additions-multiplications entre l'état présent et l'état futur. Donc, je peux prévoir l'état futur par des simples additions-multiplications des valeurs de l'état présent. Donc ça, un petit système comme ça, en 10 minutes vous le programmez sur un petit logiciel et vous le faites tourner. Et en fait, en refaisant tourner une simulation, il avait dû perdre des résultats, ou je ne sais plus, enfin, il voulait le refaire tourner. Il le fait sur les ordinateurs d'époque, pas bien puissants, et il obtient un résultat qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il avait obtenu auparavant. Alors, il ne comprend pas. Et puis finalement, il s'aperçoit que, bon, pour aller vite, il avait arrondi les valeurs de départ. C'est-à-dire qu'il avait dû changer la 7e ou 8e décimale des 3 valeurs de départ de x, y, z. Et il obtient quelque chose qui n'a rigoureusement rien à voir. Et bien ça, c'est caractéristique d'un système chaotique, justement. Vous changez un tout petit peu les conditions initiales, vous obtenez un résultat qui est totalement différent. Et alors c'est Lorentz qui a inventé, si je puis dire, ce fameux effet papillon. C'est en pensant à ce système-là, ce petit système de 3 équations à 3 inconnus, qu'on a parlé d'effet papillon. Alors pour la petite histoire, c'est pas du tout Lorentz en fait, qui a inventé le mot effet papillon, c'est juste qu'un jour, lui était célèbre dans le milieu des météos, à partir des années 60, et un jour en 72, il devait faire une conf, et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas le téléphone portable. Il a traîné pour envoyer le titre de sa conférence à l'organisateur. L'organisateur, ne voyant rien venir et voulant faire de la pub, en fait, il s'est débrouillé comme il a pu, et il a inventé un titre, parce qu'il savait quand même de quoi Lorentz allait parler. Et il a inventé le fameux titre « Est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas ?» Et c'est de là qu'est venu l'effet papillon. En fait, ce n'est pas Lorentz lui-même, c'est un organisateur de conférences qui avait un sens de la communication assez avancé. Alors, pour vous montrer donc exactement ce petit système-là, à quoi ça sert? Alors, ça, c'est une simulation, c'est un bout de film que j'ai repris sur ce site-là. C'est un site consacré au système dynamique, à la notion de chaos, justement. C'est un site qui est absolument génial. En fait, c'est un film qui a été fait, au total, c'est 10 chapitres, au total, ça peut durer 1 heure ou 1 heure et demie. Et c'est fait par Étienne Gis, notamment mathématicien de l'École normale supérieure de Lyon. Et c'est vraiment super intéressant. Et donc, dedans, on va aller, si je me souviens, c'est 3 minutes à peu près. Voilà. Ouais, on va démarrer ici. Voilà, donc là, la boule verte et la boule bleue symbolisent 2 conditions initiales. Donc je suis dans un espace en 3 dimensions, mon x, mon y, mon z de tout à l'heure. Okay, et je vais déplacer donc, en fonction du temps. Le x, le y et le z changent. Et j'ai 2 conditions initiales qui sont très légèrement différentes. Vous voyez, la verte et la bleue ne sont pas tout à fait la même, on les a décalées un tout petit peu. Donc au départ, on lâche les deux, on calcule les deux simulations, c'est quasiment la même chose. Et puis il va y avoir un moment où, on ne sait pas trop bien pourquoi, ça part en vrille, et vous avez, voilà, donc là, ça y est, se sont un tout petit peu écartés, et à un moment, ils vont partir sur des orbites totalement différentes. Voilà, la différence se creuse, et puis pouf, il y en a une qui part. Et à un moment, vous voyez, ils peuvent être même sur des crashbirds qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système chaotique. Au départ, on a un écart infime, et au bout d'un certain temps, on peut totalement diverger. Alors en fait, ce qu'a montré Lorentz et ce qu'avait montré Poincaré avant lui, c'est que, certes, bon, c'est bien joli de dire c'est le bazar, voilà, mais en fait, ils avaient théorisé ce chaos, et ils avaient montré que caché sous le chaos, il y a en fait un ordre sous-jacent, donc avec des notions mathématiques assez pointues, assez compliquées, qui expliquent ce qui doit se passer. En gros, là par exemple, sur le système de 3 équations à 3 inconnues, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, nos particules elles se déplaçaient toujours un peu comme ça, c'est comme sur 2 ailes de papillon. Alors ça aussi, ça a participé à ce fameux mot effet papillon, c'est qu'en fait, ce petit système dynamique, sa trajectoire privilégiée ressemble à un papillon. Donc là, ici, vous avez une trajectoire privilégiée. C'est ce qu'on appelle, bon, c'est
les variétés stables du système de Lorentz. Le mot mathématique, c'est ça. C'est pour dire qu'en fait, il y a une partie stable du mouvement et ensuite des fluctuations sur les parties instables. Donc il y a toute une théorie mathématique derrière tout ça. Voilà, donc notre océan, notre atmosphère sont turbulents, sont chaotiques, c'est le bazar. Comment on va faire pour prévoir ce qui se passe? Et bien donc il va falloir mettre en œuvre des techniques extrêmement pointues pour initialiser très très proprement nos modèles. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation de données. L'assimilation de données, donc ça consiste à utiliser toutes les informations disponibles pour reconstituer l'état actuel du système. Alors c'est quoi les informations? C'est les lois physiques dont on parlait tout à l'heure. On sait que ça ne peut pas faire n'importe quoi, ça suit des lois de comportement. Ce sont toutes les observations qu'on a à disposition. Éventuellement, on connaît aussi des statistiques. On sait que voilà, on connaît la température moyenne à cette période de l'année, dans telle zone, etc. On a un certain nombre de statistiques d'observation. Donc on va essayer d'utiliser tout ça pour construire une représentation la plus exacte possible de la situation présente de notre atmosphère. Donc ça, c'est ce que fait Météo France tous les jours. Alors comment ça marche? Oui, vous en avez déjà tous fait. Donc pour ceux qui conduisent une voiture, vous en avez déjà fait lorsque vous endormez au volant, la simulation de données. Et pour ceux qui font du vélo et qui se sont amusés à fermer les yeux quand ils font du vélo, vous avez fait de la simulation de données aussi. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste simplement à... donc vous êtes sur votre vélo ou dans votre voiture, à un moment vous fermez les yeux, à partir du moment où vous fermez les yeux, vous n'avez plus d'observation disponible. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un modèle dans la tête de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Juste espérer que le modèle soit juste. Et donc vous allez faire tourner votre modèle, donc en fonction du temps, oui, vous êtes dans l'espace, hop, partez d'ici par exemple, et vous avez votre modèle dans votre tête, et vous attendez à vous retrouver à cet endroit-là. Puis vous rouvrez les yeux, et vous regardez ce qui se passe. Et vous avez une observation qui est symbolisée par l'étoile qui est bleue. Donc en fait, vous avez dévié un petit peu sur la route, vous êtes un peu trop à droite, un petit peu trop à gauche, vous avez accéléré sans vous en rendre compte. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agir sur le système, donc vous allez jouer sur le guidon de votre vélo, vous allez jouer sur le volant de la voiture, sur les pédales de frein ou d'accélération, pour compenser ça. Et donc vous allez faire finalement, vous allez vous remettre sur une trajectoire qui est un petit peu entre les deux, entre ce que vous pensiez, ce que vous auriez aimé être là, parce que vous aviez ça dans votre tête comme but, et en fait vous étiez ici. Donc vous allez faire un intermédiaire entre les deux. Alors, ça peut être une moyenne, ça peut être en général c'est des trucs un petit peu plus sophistiqués que ça quand même, pour vous remettre sur une trajectoire correcte. Et en fait, c'est ce que fait en assimilation de données. Donc en assimilation de données, si je veux prévoir le temps qu'il va faire demain, je vais essayer de prévoir, de décrire l'état de l'atmosphère maintenant. Alors le maintenant, il est ici. Okay, et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre toutes les observations disponibles depuis 24 heures. Donc ici, on est à T-24 heures. Okay, je vais faire tourner mon modèle. Et à chaque fois que j'ai des observations disponibles, donc dans la météo c'est très codifié, c'est toutes les 6 heures, les observations sont regroupées à temps universel plus 0 heure, plus 6 heures, plus 12 heures, plus 18 heures. Donc à chaque fois que j'ai des observations, eh bien, je vais faire une correction de la trajectoire de mon modèle pour le remettre de façon cohérente avec les observations. Alors je ne vais pas aller directement sur les observations non plus, hein, parce que les observations elles sont entachées d'erreurs aussi. Mon modèle est faux, ok, je fais des approximations dans mon modèle, donc les observations aussi elles sont fausses. Donc il faut que je fasse un compromis intelligent entre les deux. Et le mot intelligent, c'est lié aux statistiques, à ce que je connais de ces choses-là, des erreurs, disons, sur ces choses-là. Et voilà, donc je vais faire ça, je corrige ma trajectoire, je continue, j'ai une nouvelle observation, je recorrige, je continue, j'ai une nouvelle observation, je recorrige, etc. D'accord ? Et en faisant ça, eh bien, finalement, on a globalement ici une trajectoire qui est conforme à peu près aux équations de la dynamique, aux équations du mouvement, aux lois physiques, et en même temps qui passe assez près de toutes les observations disponibles. Donc on peut espérer, au bout de ces 24 heures-là, donc à l'instant présent, avoir une bonne représentation de l'état de l'atmosphère, de l'état de l'océan, de l'état de votre système. Et donc ensuite, vous laissez tourner votre modèle et vous laissez prévoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est ce qui est fait tous les jours dans tous les centres de météo dans le monde.